Alors merci d'être venus si nombreux pour cette conférence des filles de la photo. C'est pas une conférence d'ailleurs, ce sont 2 tables rondes des filles de la photo conçues par notre association à l'invitation de Laura Serrani, que nous remercions chaleureusement, qui va bientôt arriver, mais qui est sur la conférence de presse qui se passe en même temps. C'est un peu dommage, mais bon, c'est comme ça, c'est toujours compliqué peut-être de tout mettre dans des temps un peu différenciés. Merci aussi à nos modératrices Karine Aymar, Séverine Morel, qui ont beaucoup travaillé sur la préparation, l'organisation et les contenus de ces tables rondes. Et puis quelques mots avant de commencer sur les filles de la photo. C'est une association encore relativement jeune. On a 2 ans et quelques mois d'existence, créée à l'initiative de Marion Islaine, Chantal Nedjib, ici présente, et moi-même. Voilà, Florence Moll. Marion est devenue assez rapidement déléguée à la photographie au ministère, donc elle a quitté la direction de l'association. Donc nous la coprésidons, Chantal et moi-même, avec des femmes formidables CA, dont l'une d'elles est présente, un blouson vert. Et très rapidement, il faut dire que cette association, qui était créée dans le but de constituer le premier réseau féminin de l'écosystème de la photographie, a attiré beaucoup de femmes issues de nos métiers, et aussi un bel accueil de la part des acteurs du monde de la photographie. Hommes et femmes, on tient à le dire, parce que c'était important pour nous aussi, bien que l'on soit un réseau féminin, donc c'est une forme de féminisme certes, mais on s'adresse aux hommes aussi de la profession. On peut parler de photographie, des photographes et des sujets qui nous concernent et qui nous percutent parfois aussi. Comme par exemple le droit d'auteur, sur lequel nous agissons de manière importante, comme aussi l'Observatoire de la mixité que nous avons conçu il y a un peu plus d'1 an. C'est un observatoire de la mixité femmes-hommes dans l'écosystème de la photographie, qui s'intéresse aussi au parcours de vie des photographes et des femmes photographes, mais on s'est adressé aux hommes aussi, pour comprendre où sont les freins et ensuite agir. C'est un observatoire qui est soutenu par le ministère de la Culture et dont la restitution aura lieu le 5 février prochain, 18h, au Grand Amphithéâtre des Beaux-Arts. Donc vous êtes tous et toutes invités. Notez, 5 février prochain, restitution de notre observatoire. C'est une aventure passionnante, mais on en a plusieurs, dont aussi des activités de réseau, parce que c'était important aussi, on l'a senti. Puis la réponse, on est 160 adhérentes aujourd'hui, 25 métiers représentés, donc ça veut dire qu'on donne aussi une image intéressante de ce que sont les métiers de la photographie, réunis par une même passion, mais très, très divers. C'est aussi une mise finalement en application des fameuses transversalités qui aujourd'hui sont des nécessités pour faire évoluer les sujets, pour participer aux évolutions de la société. Voilà, tout cela fort modestement. Donc je passe la parole à Karine pour la première table ronde. Merci. Merci beaucoup Florence, et merci à vous tous d'être présents pour cette toute première table ronde que les filles de la photo organisent pour le festival Planche Contact. Nous avons déjà organisé d'autres tables rondes sur des thématiques très variées dans le cadre d'autres festivals, et nous sommes vraiment très heureux de cette première participation. D'autant plus que le sujet que nous allons aborder, celui des prix, des résidences, des commandes, prend toute sa dimension ici à Deauville, dans un festival qui fait, comme vous le savez tous, la part belle aux travaux de commande et aux résidences. Doublement heureuse, devrais-je dire, car j'ai à mes côtés des figures du monde de la photographie. Vraiment, je suis sincère quand je dis ça, à plus d'un titre, que vous soyez devant ou derrière la caméra. Laura Serrani, directrice artistique du festival, va nous retrouver. François Ebel, si nécessaire, faut-il encore vous présenter. Vous dirigez aujourd'hui la Fondation Henri Cartier-Bresson, après avoir donné toute son ampleur internationale aux rencontres internationales d'Arles, que vous avez chéri pendant plus de 15 éditions, je crois. Vous avez également été directeur de l'agence Magnum et participé au développement des galeries FNAC.
Et on ne comptera pas votre participation en tant que fondateur ou directeur artistique à des festivals à travers le monde, mais aussi à Paris avec le mois de la photo, le mois de la photo du Grand Paris également, puis Bologne, Pékin, New Delhi. Laura, viens nous rejoindre. Chantal, j'en profite pour te présenter. Vous avez dirigé la communication de la banque HSBC pendant 26 ans. Vous y avez créé le prix HSBC pour la photographie, que vous avez accompagné pendant 15 ans et dont vous êtes toujours membre du jury. En 2010, vous créez L'Image par l'Image, agence de conseil en communication par la photographie, et avez à ce titre des relations très suivies avec bon nombre d'entreprises et d'institutions engagées dans des prix ou autres résidences, puisque vous les aidez à réfléchir sur l'angle qu'ils peuvent choisir. Vous êtes aussi coprésidente des Filles de la photo. Sophie Bernard, vous êtes journaliste spécialisée en photographie pour la Gazette de Drouot et le Quotidien de l'Art, ancienne rédactrice en chef de Image Magazine, et vous êtes aussi l'auteur de livres de conversation parus aux éditions Filigrane, notamment avec Guillaume Herbeau et Stéphane Duroy. Et vous faites aussi de l'enseignement. Lorenzo Castore, photographe. Je ne sais pas s'il faut vous présenter puisque vous venez de terminer un workshop ici dans le cadre du festival Planche Contact. Vous avez rejoint l'agence Vue il y a quelques années et parcourez le monde, mais aussi l'Italie pour développer un vrai travail d'auteur. Et vous nous en direz plus tout à l'heure. Cette table ronde sur les prix, les résidences et les concours professionnels a trouvé sa genèse dans un ouvrage que Chantal et Sophie, vous avez écrit à 4 mains. Ma première question va s'adresser à vous parce qu'en lisant votre livre, j'ai discerné une problématique qui me paraissait très intéressante et qui apparaissait au fil des témoignages que vous avez recueillis. Et c'est la notion du temps, le temps des prix. Que ce soit du côté des photographes ou des mécènes, il m'a semblé que c'était vraiment un fil que nous pouvions tirer ensemble lors de cette conversation, sachant qu'il y a beaucoup de questions qui vont être soulevées par cette thématique, mais aussi tout simplement des conseils pratiques que nous pouvons donner aux photographes. Première question donc, comment avez-vous dressé ce panorama et combien de temps cela vous a-t-il pris? Parce qu'il est vraiment au cœur de l'actualité. Merci Karine. Ravie d'être parmi vous. Ce livre, nous l'avons commencé il y a presque 2 ans maintenant. Il est parti de la constatation que les prix photo s'étaient énormément multipliés. Et nous avons cherché à comprendre, nous voulions chercher à comprendre pourquoi cet engouement pour les prix, comment il se faisait que autant de mécènes, marques, entreprises, fondations s'intéressent à créer des prix et en quoi cela pouvait être utile aux photographes pour qu'autant de photographes postulent à ces prix. Comment, voilà, nous avions envie d'avoir une vision un peu plus scientifique, entre guillemets, parce que ça n'a pas été totalement scientifique, mais disons plus réfléchie que nos propres intuitions que nous avions, Sophie et moi, de par l'expérience, la vie que nous avions menée auprès de photographes et de prix. Donc nous sommes partis toutes les deux sur l'idée d'interroger une base de professionnels suffisamment large pour qu'on puisse en tirer des conséquences et des enseignements. Et nous avons fabriqué un questionnaire avec l'aide d'un spécialiste de sondage pour être sûr que la méthodologie était juste et que les enseignements qu'on pourrait en tirer seraient valides et valables. Et puis nous sommes partis en chasse des réponses de manière qualitative bien sûr et pas quantitative. On a interrogé 200 professionnels dans diverses catégories, commissaires d'exposition, institutions, festivals, éditeurs, galeries, journalistes, observateurs,
collectionneurs. Merci Sophie. Et puis, nous avons fait quelques interviews plus complètes d'un certain nombre d'acteurs qui voulaient bien se prêter au jeu. Merci François de l'avoir gentiment accepté, d'avoir creusé avec nous certains points. Et à partir de là, nous avons cherché comment nous pourrions rendre compte de cette enquête. Et l'idée du mode d'emploi, qui est venue par Sophie d'ailleurs, c'était ton idée, d'en faire un mode d'emploi très pratique et concret, nous a servi de base ensuite à l'écriture de ce livre, qui effectivement a été fait entièrement à 4 mains. Justement, ce que je trouve intéressant dans ce livre, c'est que effectivement, il y a un mode d'emploi que nous pourrions partager avec des photographes, mais également avec les mécènes. Donc nous allons aborder ces deux parties. La première, c'est le temps du prix pour les photographes, sachant que je distingue un temps qui est celui qui précède le prix, en l'occurrence comment se préparer, comment choisir son prix. Laura, vous avez rencontré énormément de jeunes photographes. Vous défendez la photographie émergente, même si vous faites la part belle aussi au grand nom de la photographie. Si vous aviez un conseil à donner à un photographe lorsqu'il envisage de candidater à un prix, quel serait-il ? Je pense que beaucoup dépend du prix. C'est-à-dire que dans toutes les choses, il faut être en phase avec la demande que nous est, la phase dans laquelle on est. Et donc, préparer un dossier, ce n'est pas la même chose si on le prépare pour une résidence, pour un prêt à la carrière, pour une bourse, etc. Donc, et beaucoup dépend aussi de la typologie du prix de résidence. Et il y a des prix, je peux vous faire un exemple, enfin plusieurs exemples. Par exemple, dans les soutiens à la jeune photographie, j'ai commencé à la FNAC, on avait lancé un Attention Talent Photo avec un prix international. Là, on jugeait, par exemple, sur un dossier, un travail déjà réalisé. Donc, on primait un travail réalisé. À ce moment-là, c'est important d'avoir un sujet accompli, en voie de publication, mais quelque chose qui soit déjà abouti, construit, avec une écriture cohérente et une thématique développée. Parce que ça allait faire l'objet d'une publication et d'une exposition. Donc, il fallait déjà avoir un travail d'un certain stade de réalisation. Pour la Fondation des Traits, dont je m'occupe, je les accompagne, je suis présidente de leur prix depuis quelques années. Là, c'est différent. C'est un prix d'aide à la production. Et Sarah Moon, qui est avec nous, d'ailleurs, est dans les jurys de la Fondation des Traits. Et on travaille ensemble depuis que j'étais nommée dans ces prix, dans ces jurys. Et là, la Fondation se propose d'aider à terminer, à accomplir la production d'un projet et ensuite à accompagner les photographes dans la post-production. Donc, c'est important d'avoir un projet assez abouti, mais pas terminé, pour pouvoir aider avec une bourse conséquente à la réalisation du projet définitif. Et la seule contrainte, c'est qu'il s'agisse d'une thématique sur la Méditerranée, par exemple dans les cas des traits. Et ensuite, on aide à la post-production. Donc, encore autre chose, ça présuppose un mois de résidence sur place, avec un apprentissage aussi de toutes les choses qui aujourd'hui échappent un peu aux photographes, les tirages numériques ou argentiques, on a des laboratoires à disposition. Donc, la préparation d'un dossier, pour vous dire, ça dépend du type de concours. Ici, pour les gens tremplins, par exemple, qu'on expose et que vous pourrez voir au point de vue, il s'agit d'un projet. Enfin, il s'agit de montrer ce qu'on est capable de faire et ce qu'on pourrait faire dans le cas des résidences sous la ville. Donc, on n'a rien sous Deauville quand on présente le dossier, mais il faut donner une idée du propre travail. La chose importante, à mon avis, il y a une règle qui est valable pour tout le monde, c'est de faire une sélection assez synthétique. Sélection, ça présuppose déjà de faire une synthèse de quelque chose. Une sélection de son propre travail en tenant compte que les gens qui voient doivent percevoir le potentiel du candidat. Et pour les tests, de ne pas être trop bavard, essayer d'avoir aussi là un test un peu synthétique qui donne envie quand même de faire confiance, d'aller au-delà, de sentir le potentiel, je pense. On va revenir dans un second temps à
effectivement aux modalités pratiques et aux conseils très précis qu'on peut donner aux photographes lorsqu'ils candidatent. Mais ce que j'entends surtout, c'est qu'il faut prendre le temps de bien réfléchir au prix auquel on candidate et de ne pas candidater tous azimuts, si je puis dire. De faire bien attention aussi à ce qu'on puisse répondre aux contraintes du prix, ce que vous venez de dire. Est-ce que, François, candidater à tous les prix est une bonne chose? Parce que, comme on le sait, candidater, préparer un dossier peut être très chronophage. Donc, est-ce que c'est un bon conseil? Est-ce que c'est une façon pour un photographe justement de se faire la main, de se frotter à un nouvel exercice pour essayer de rentrer dans des cases et espérer remporter le prix? Est-ce que c'est une bonne approche? Bonjour. Certains le font. Il y a des bêtes à concours, on retrouve les mêmes dossiers d'un prix à l'autre. C'est parfaitement ennuyeux en général. Oui, c'est ça, c'est contre-productif. Non, il faut évidemment sélectionner le prix qui correspond, comme on sélectionne sa galerie, son éditeur, le partenaire de son travail. C'est difficile à faire, mais il faut le sélectionner. Je voudrais juste dire un petit préambule, c'est que des gens qui font mon métier, d'une certaine façon, on est du côté confortable du prix. C'est-à-dire que si on décide de donner un prix, et moi ça m'est arrivé, j'ai repris Arles en 2001, j'ai créé le prix découverte parce que je pensais qu'on ne pouvait pas simplement, en tant qu'opérateur, bénéficier du travail fait par les photographes avec leur temps, leur sang, leur argent, leur énergie, et en bénéficier, d'exposer et être le joyeux bénéficiaire, sans redonner quelque chose. Donc on a créé des prix découvertes et toute une kyrielle de prix. Et on avait également créé chaque année une résidence qui avait pour thème, c'est un peu cousin de ce qui se fait à Deauville, qui avait pour thème Arles, la Camargue, la région, le monde politique même du coin. Et chaque année, comme ça, on a ajouté une pierre à une vision de cette plus grande commune de France, un peu bizarre, qui faisait qu'on complétait le projet. Aujourd'hui, je m'occupe de la Fondation Cartier-Bresson. La Fondation Cartier-Bresson, bien avant que j'arrive, a eu l'heureuse idée de dire on ne peut pas simplement exposer, il faut aider à produire, avec cette nuance qui m'apparaît très importante, parce qu'il y a beaucoup de condescendance dans les prix, et je vais y venir en répondant à la question, de dire il faut aussi aider des photographes en cours de carrière, ce que les Américains appellent mid-career photographer. Parce que aider simplement quelqu'un qui sort de l'école et qui parfois va disparaître 10 ans après parce que finalement c'est pas son truc ou il n'y arrive pas, etc. C'est difficile. C'est bien et c'est parfois très bien fait. Ce que Chantal a lancé en accompagnant le prix de deux livres est absolument remarquable parce que le livre est un outil qui a prouvé, qui n'était pas du tout aussi important à l'époque où tu as lancé le prix que ça l'est devenu. Le livre a prouvé que ça permet de se faire connaître. Et ça, c'était très important. La Fondation Cartier-Bresson a un prix qui permet à un photographe qui est en cours de carrière de réaliser un projet coûteux que même un photographe en cours de carrière n'aurait pas les moyens de produire. Donc, c'est vrai que chaque prix a son profil. Et c'est vrai qu'il y a aussi beaucoup de prix qui sont simplement des prix de condescendance. C'est un peu dur ce que je dis, mais allez, on va aider un jeune photographe, on lui donne 3 miettes et on se vante ensuite avec des beaux cocktails de choses qui ne lui apportent pas grand-chose. On en reparlera. Et notamment qui n'apportent pas d'esprit critique. Un prix, ça doit être accompagné. Il faut absolument qu'il y ait un directeur artistique qui accompagne le prix dans un dialogue pour pas simplement faire un chèque. Et ça, c'est très important. Donc évidemment, l'artiste qui concourt à tout va envoyer le même dossier partout. Si on veut vraiment essayer de décrocher quelque chose, il faut avoir le prix qui correspond le plus à son projet et faire un vrai dossier. Un vrai travail de recherche. Ça prend un temps fou. C'est chiant à faire. C'est un peu administratif que détestent les artistes. C'est frustrant parce qu'il n'y en a qu'un qui va décrocher à timbales. Donc, ce n'est pas très rigolo à faire. Et je trouve absolument remarquable qu'il y ait maintenant cet outil pour y voir clair parce que
franchement, même moi qui suis dans le métier depuis 40 ans, j'aurais été incapable de faire la liste de ce qui existe comme prix. Sophie, justement, est-ce que les écoles de photographie sont un bon appui ou sont de bons conseils pour les étudiants qui veulent soumettre leur dossier à un prix, une résidence? Est-ce qu'ils sont accompagnés justement dans cette démarche? J'ai un cours qui consiste à ça justement, professionnalisation, Oui. donc essayer de les projeter dans les contraintes de la vie professionnelle. Et c'est vrai que c'est pénible, enfin, je reprends le terme chiant, de faire un concours, mais c'est un très bon exercice de style parce que justement il faut un texte, comme l'a dit Laura, il faut faire une sélection d'images. Donc en fait ce sont des étapes finalement qui président à toute condition pour rendre visible son travail et le montrer aux professionnels, comme l'exercice de la lecture de portfolio, je veux dire, qui fait partie, savoir parler de son travail. Donc le concours, c'est un très bon exercice. Moi, j'en fais faire justement à mes étudiants, parce qu'ils réunissent comme ça tous les éléments, par exemple, nécessaires à sa communication, à la communication, enfin, je veux dire, de chaque photographe qui a besoin aussi de, comment dire, le prix, c'est aussi, enfin, candidater à un prix, ça peut être un moment pour faire une pause dans son travail, le regarder, et puis d'un seul coup, en rechercher, en faire ressortir l'essence, quoi, j'ai envie de dire. Donc, je suis d'accord, il ne faut pas, évidemment, candidater à tout, et c'est un petit peu à ça aussi qu'on essaye de les préparer à travers ce livre, à travers les conseils. C'est justement comment bien choisir son prix. En fait, l'idée, c'est de postuler à un nombre restreint, mais qui soit des cibles choisies, en fait, pour, non seulement pour se donner le plus de chances possible, mais aussi pour pas... comment dire, se mettre en porte-à-faux par rapport à son travail. Les questions, un étudiant m'a posé la question cette semaine, est-ce que je dois faire une série spécialement pour candidater à un prix? Justement, donc, je voulais y venir. voilà. Est-ce que ça peut stimuler la créativité d'un photographe qui va se présenter à l'un ou l'autre prix, ou est-ce qu'il y a au contraire un risque de formatage? Est-ce que le cœur du métier de photographe, et Lorenzo pourra peut-être témoigner, and don't hesitate to ask me if you want me to translate the question. Okay. Mais est-ce qu'il y a un risque de formatage, ou est-ce qu'on se détourne de son travail d'auteur ou de missions qui peuvent être vraiment, de commandes qui peuvent vraiment être au cœur du développement d'une écriture, d'une signature photographique? Où est-ce qu'on se situe? Dans la créativité stimulée ou dans le formatage? Bonjour. Sorry, I will speak in English. I think that it's very up to each price. You know, each price is very different, and each price is very specific also. So I think sometimes it can stimulate because you find it a challenging. growth, and a challenge, and sometimes it's just something that you need to then be able to finish something. So I think it's very difficult to talk about this in general terms. It really depends on the price, and also it really depends on the price that you apply for according to the moment of your career. I think it's very, very different. I remember, yes. Est-ce que certains d'entre vous ont besoin que je traduise, ou est-ce que tout va bien en anglais? Tout va bien? Non, pas tout le monde. Alors, Lorenzo dit qu'effectivement, un prix peut être utile pour terminer un travail, ou au contraire peut-être un nouveau défi pour réfléchir un peu plus loin à un travail qu'il souhaiterait lancer, et que ça dépend effectivement du prix auquel on candidate. And also, I think also for the moment in your photography life, it's really important, because when you're very young, you need to be known. You need to know people, and this is very important. So money are always important, but it's also important to have a price when you have the chance to meet people and to let your work get in the world. No. Lorenzo aborde un point qui me paraît très intéressant, et qui est celui qui arrive dans un deuxième temps. Une fois qu'on a candidaté, il peut se passer deux choses. On peut avoir gagné le prix ou pas, mais ce qui est sûr, c'est qu'on est amené à confronter son travail à un réseau de professionnels
Et Lorenzo dit qu'évidemment, ça c'est une partie très importante, indépendamment de la dotation qui peut accompagner le prix. À travers le jury, en fait. À Voilà. travers le fait que les prix qu'on a répertoriés, enfin, on a cherché les prix professionnels, on va dire, pardon, je prends la parole, et candidater, c'est pas forcément, on candidate pour gagner, bien entendu, mais l'un des intérêts souvent que soulignent les photographes, c'est la possibilité, comme ça, de montrer leur travail à un panel de professionnels, puisque les jurys, en général, sont constitués de différents membres, un petit peu les mêmes qu'on a interrogés. C'est-à-dire il y a une diversité de commissaires d'exposition, de responsables de festivals, d'éditeurs, etc. Et donc, du coup, c'est une façon de rendre visible son travail. Et certains photographes ne gagnent pas le prix, mais ont eu la possibilité comme ça d'être repérés par des professionnels. Et je suis tout à fait d'accord. Et d'ailleurs, ça m'arrive souvent d'encourager des photographes, même si je sais pertinemment qu'ils n'arriveront pas en fin de course, à présenter, parce que dans les jurys, il y a des regards différents. Et il y a des gens aussi qui interviennent dans des milieux différents et qui peuvent être intéressés à ce genre de travail pour développer d'autres projets, etc. Donc, il faut faire attention dans le sens qu'il y a le côté frustration aussi, mais c'est vrai que ça permet de montrer dans de bonnes conditions souvent, parce qu'au travail, on passe 2 jours sur les dossiers, par exemple, donc on approfondit beaucoup de dossiers, et après, les membres du jury peuvent faire appel aux photographes qu'ils ont découverts de cette occasion pour d'autres choses. Un certain nombre de membres de jury, d'ailleurs, nous ont dit à quel point c'était important pour eux de participer à des jurys pour découvrir des talents, repérer des talents ou découvrir de nouvelles tendances d'une année sur l'autre. Donc ça fait aussi partie du travail de chacun. Yeah, and I want to say something that years after, the money become more important, because it's a point, no? At the beginning, it's fine to be known, but then you need to. I mean, you are more structured as a photographer, and you need more money because you have more clear ideas about what you want to do. So it changed, I think, through time. And also something that I think is important to underline, it's also a matter of luck. So you cannot really have the confidence to gain the prize, and so you cannot really rely on that, which I think it's an important. Lorenzo précise plusieurs choses. La première, c'est qu'effectivement, lorsqu'un photographe avance dans sa carrière, la dotation peut être importante parce que les travaux en cours ou les travaux de recherche ou de reportage nécessitent parfois plus de financement, et le seul fait de se rendre visible à travers une participation à un prix ne suffit plus. Et what was your last point? Sorry. I was talking about luck. Oui, et qu'effectivement, il y a aussi un élément de chance puisqu'on ne remporte pas forcément le prix. Right, and it depends on the jury, it depends on the other candidate, it depends on what the commission is looking for, and these are things that a photographer cannot really control. He cannot really know. So, in a way, this is crucial, and also it's true that the world of photography changed a lot in the last 25 years, and before you had other ways to finish a project. Editorial work was more. Oui, ça c'est un point, je pense, assez clé que souligne Lorenzo en disant que le monde de la photographie a beaucoup évolué ces dernières 25 années et qu'auparavant, il était beaucoup plus facile pour un photographe de se faire connaître et de travailler parce qu'il y avait des travaux de commande, la presse était plus porteuse, le panel professionnel de débouchés était plus important. Question que je vous pose presque à tous. Est-ce qu'il ne faut pas donner une importance particulière au prix parce que justement, ils remplissent une fonction dans le marché qui est devenue extrêmement importante? Qu'en pensez-vous? Et est-ce le rôle d'un prix? Est-ce le rôle d'un jury? Est-ce la responsabilité de cette équipe mécène, jury, photographe, de remplir ce vide
que l'on constate sur le marché. Je dirais oui, sans doute. Et d'ailleurs, tous les programmes de résidence, des prix d'accompagnement, etc., se sont beaucoup développés ces dernières. Claudie Sluban nous a rejoint entre-temps, timidement sur un coin de chaise, parce que je m'étais étalée partout, mais voilà. Et je pense que Claudie, c'est un exemple de comment les résidences et les bourses ces dernières années ont beaucoup aidé à pouvoir continuer à travailler en toute indépendance, sans dépendre des commandes liées à la presse. Autrefois, tu travaillais beaucoup pour Le Monde, par exemple, pour Le Monde diplomatique, ou à l'époque des belles commandes sous Cuba avec Maspero, pour faire un exemple. Et aujourd'hui, bon, ça c'est un temps révolu, mais plusieurs résidences, bourses et prix que tu as gagnés te permettent quand même, que ce soit au Japon, que ce soit au Treil, que ce soit ici, de continuer ton travail personnel, non? Je pense. Oui. Oui, bien sûr, bien sûr. Bienvenue. Merci. Laura parle de l'expérience. Moi, ce que j'ai appris avec l'expérience, c'est que ce n'est pas parce qu'on a un prix qu'on est le meilleur, et ce n'est pas parce qu'on n'a pas un prix qu'on est mauvais. Tout à fait. Donc, il faut déjà une maturité quand on postule à un prix, à une résidence. L'autre chose, c'est qu'avec le temps, les résidences sont devenues des prix. Il est aussi difficile d'obtenir une résidence qu'un prix. Et puis, surtout, très souvent, on va d'abord regarder votre CV et ensuite vos photos. Donc, à partir de là, enfin, il y avait tout à l'heure le fait que quand on a une vie de famille, censuré, quand on a une vie de famille, c'est difficile, mais enfin, la vie de famille est difficile à pallier avec la création, mais je pense que la vie est difficile à pallier avec la création, et il y a une part de sacrifice. Si on n'accepte pas cette part de sacrifice, on se retrouve en permanence en porte-à-faux. Et personnellement, je pense que c'est très dangereux de postuler à tous les prix parce qu'on se fait très mal. Il faut vraiment choisir le prix, la résidence en fonction de son travail. Donc il faut déjà bien connaître son travail. Et personnellement, je ne postule que là où j'ai quelque chose à faire, là où ça va rajouter à ma création d'auteur. Donc à partir de là, une obtention d'un prix, d'une résidence, c'est juste pour continuer un travail personnel. Mais justement, est-ce que ce n'est pas un luxe qui vient compenser un peu la première étape qui peut être longue, douloureuse, puisque, comme le disait François, il y a aussi une part administrative assez lourde dans la candidature. Est-ce que ça ne vous offre pas le luxe d'avoir ce temps, cette parenthèse de sérénité pour produire? Alors, il y a la dotation, Lorenzo l'évoquait, plus ça va, plus elle devient importante, un critère important dans le choix du prix auquel on candidate. Mais est-ce que ce temps de production n'est pas un temps un peu magique? Et je pense en particulier à Deauville. J'imagine que même des photographes confirmés trouvent que de pouvoir s'installer dans un travail de commande est une chose importante. C'est luxe, oui, mais c'est toujours une question par rapport à la qualité du prix de la commande. Personnellement, je photographie les adolescents en prison depuis 25 ans. C'est difficile d'avoir une commande sur 25 ans. Et c'est aussi une manière de se rendre compte que si on n'accepte pas cette part où on passe plus de temps derrière l'ordinateur qu'avec un appareil photo, c'est aussi qu'on n'a pas encore vraiment goûté aux joies de la photo. Il faut avoir un bon ordinateur quand on est photographe. Laura, oui, bien sûr. Un petit mot sur ça. Je pense que pour certains, c'est considéré un luxe, pour d'autres un sacrifice. Claude nous laisse entendre que son séjour à Deauville était un sacrifice. Je ne sais pas comment le prendre. Mais c'est vrai, je pense que ça dépend aussi de ce qu'on s'attend à la fin de la résidence au Treil. On a la liberté de produire, on ne demande pas tellement de comptes, on demande un projet, on l'accompagne. L'accompagnement, comme tu disais François, c'est très important. Nous, on fait un accompagnement aussi bien un peu de tutorat quand c'est nécessaire, ou quand on a envie d'avoir des échanges pour les lauréats des Treil, et aussi un accompagnement technique. Il y a un photographe sur place qui initie aux techniques anciennes, à la technique digitale, au laboratoire classique, en fonction des exigences de tirage du photographe. Mais il y a des résidences, comme par exemple à Deauville, où je pense que
le côté luxe, moment de pause suspendu, on peut concentrer sur sa recherche, c'est relatif parce qu'ici, il y a quand même un stress qui est assez fort. Les photographes viennent en résidence à un temps donné, avec l'obligation quand même qu'on sait qu'à la fin, il faut exposer. Il faut exposer, il faut publier dans les catalogues, on a des temps assez précis. Donc, c'est un challenge extrêmement vivifiant, intéressant, mais il y a aussi un côté stress. Je fais tous les photographes assez tendus pendant la période de résidence. Après, il y en a qui trouvent tout de suite la clé, donc ils passent le reste de la résidence de façon plus tranquille, d'autres qui prolongent la période parce qu'ils ont du mal à cerner un sujet ou à cerner la ville, etc. Donc, ça dépend aussi du type de résidence. Chantal, c'est ce que vous avez constaté aussi avec le prix de résidence BMW que vous accompagnez. Vous êtes membre du jury également. La résidence avait lieu avant à Chalon-sur-Saône, maintenant en partenariat avec les Gobelins. Est-ce que justement il y a un stress au niveau de cette nécessité de produire parce qu'il y a des expositions à la clé dans des délais très précis, à Arles et puis lors de Paris Photo? Est-ce que les primés, les lauréats ressentent cette pression? Oui, il y a une pression qui est forte parce que le délai, il est très contraint. Alors, il est bien expliqué dans le règlement. Les candidats sont censés candidater en ayant bien pris en compte toutes ces contraintes. Mais une fois qu'on est dans le vif du sujet, il y a 3 mois pour produire, et puis il y a 3 mois pour faire le livre, et puis il y a 3 mois pour préparer l'exposition des rencontres d'Arles et celle de Paris Photo. C'est court. Ça fait partie de la dotation et des contraintes du prix. Il y a des contraintes dans un prix. Donc ce que vous disiez les uns et les autres tout à l'heure est vraiment essentiel, c'est bien de ne candidater qu'à des prix qui correspondent à son travail, en ayant bien conscience de l'agenda, du calendrier, de l'objectif, de sa possibilité physique, personnelle, son étape dans la création, etc., de pouvoir vraiment correspondre aux critères qui sont demandés. Et puis une fois qu'on est dedans, il faut y aller. Et il faut respecter ces contraintes. Finalement, ces contraintes, elles aident aussi à la création d'une manière ou d'une autre. C'est important aussi de se mettre dans ces contraintes-là. Je crois que ça fait partie. Mais oui, on le ressent fortement. Mais c'est toujours, jusqu'alors, très positif pour les deux parties, j'allais dire, pour le photographe et aussi pour le mécène. On sent, il faut vraiment qu'il y ait une réciprocité de respect aussi des deux, et ça fait partie du jeu. De comprendre le travail de l'un et de l'autre, de comprendre les contraintes de l'un et de l'autre, c'est très riche pour les deux parties. François, vous voulez ajouter Oui, on parle des mécènes. C'est une bestiole qui a vachement évolué, le mécène, dans la photo, pour en fréquenter certains depuis très longtemps. Il y a vraiment eu un apprentissage. Et je crois que si on remonte à Datar, projet absolument fondateur et exemplaire de commande publique, mais qui ensuite a inspiré toutes sortes d'initiatives. Au début, c'était un peu n'importe quoi, que ce soit des villes ou des entreprises privées, etc. On n'arrivait pas au degré d'exigence que la Datar avait fixé et qui permettait de faire œuvre à long terme avec une commande. Et je crois que la Datar a été un moment en France absolument fondateur. Les mécènes ont beaucoup progressé. Et personnellement, paru comme beaucoup de mes confrères et consoeurs, beaucoup de conversations avec beaucoup d'entre eux, il y a eu certains qui ont voulu bien faire, d'autres qui ont fait des erreurs monstrueuses. On a pu le lire dans la presse en voulant manipuler le résultat du travail du photographe, etc. Mais on va en parler il y a en France, plus amplement. Et je pense qu'il faut le souligner, parce que j'étais dans une autre table ronde il y a 10 jours, où un photographe éminent et formidable, mais néanmoins photographe et donc un peu inquiet de son fonctionnement, de son futur, etc., avait toujours du mal à joindre les deux bouts, se désespérait de ne pas recevoir des bourses tous les mois. Oui, on n'en reçoit pas tous les mois, mais la France est devenue, sous cette impulsion,
un pays assez exceptionnel. Je ne pense pas qu'en Italie, je ne pense pas qu'en Slovénie, je ne pense pas qu'en Angleterre, il y ait un tel réseau de propositions. C'est aussi pour ça qu'il faut bien choisir. Oui. Il faut éduquer les mécènes, il faut éduquer les partenaires publics ou privés. Parce que même dans le public, il y en a qui font très bien leur boulot, il y en a qui sont totalement incompétents. Dans le privé, pareil. Et donc maintenant, on a des exemples magistraux en France. Il faut s'en servir pour dire, voilà, le minimum, si vous voulez faire quelque chose de sérieux, pardon, je n'ai pas encore lu le livre, mais je ne sais pas s'il y a des étoiles et des smileys. Non, mais par contre, tu mets le doigt sur quelque chose. Tous les prix qu'on a répertoriés, donc il y a une liste à la fin du livre, ce sont des prix qui ont un règlement, en fait. Et justement, c'est à ça qu'il faut se référer pour pouvoir aussi plus facilement accepter les contraintes dont tu parlais, savoir à quoi on s'engage. Oui. En fait, je pense que le mécène s'engage à quelque chose, mais à l'inverse, les photographes aussi, en postulant et en recevant le prix, ont des engagements vis-à-vis du mécène. Et ça ne veut pas dire contraintes dans la créativité, etc. Ça peut être des nécessités d'être présent ou nécessité de restituer X images ou de restituer un travail qui va faire l'objet d'un livre. Enfin, voilà, peu importe, mais en tout cas, le règlement, nous, on a répertorié uniquement des prix avec un règlement, donc qui permettent de savoir à quoi on s'engage aussi. Et alors, ce que je voulais conclure, après avoir fait la leçon au mécène, c'est que le mécène est aussi un atout au-delà du prix, Bien qu'il sûr. soit résidence, pognon, etc. C'est que si on se lie avec son mécène, le mécène, c'est un réseau. C'est-à-dire que ce soit compagnie d'assurance, une banque, un pétrolier, un marchand de champagne, ce que vous voulez, c'est un réseau. C'est-à-dire que c'est des gens qui peuvent ensuite diriger l'artiste vers d'autres opportunités dans ses propres réseaux. C'est-à-dire qu'il se crée, si tout se passe bien, une relation affective. Parce qu'on travaille Au long longtemps terme. ensemble, etc. etc. Et il ne faut surtout pas que les artistes aient du mépris pour ça et se disent on prend le pognon, on se tire, ou on prend la publication, on prend la résidence. Parce que ce réseau, s'il est bien travaillé, et il donne des choses au-delà du prix sur le long terme, pas tout de suite, pas chaque année, etc. Mais c'est vachement important parce que c'est des milieux qui, quelquefois, ne s'intéressent pas à la photo, parfois pas à la culture. Et grâce à la personne qui a eu le génie dans l'entreprise de dire eh oh, il faut s'occuper de ça, il faut s'y intéresser, il se crée une perméabilité intéressante. Donc il faut parfois que le photographe ne soit pas juste inquiet au jour le jour, mais voit un peu à moyen terme en se disant ok, j'ai eu ce prix, j'ai eu cette résidence, je maintiens un lien. Je maintiens un lien d'amitié. Moi, quand je dirigeais Magnum, donc j'étais agent, pour la faire courte, je disais toujours aux photographes, mais si vous avez bien travaillé avec quelqu'un, plutôt que de lui réclamer de vous payer les 3 tickets de métro que vous avez oublié de mettre sur votre liste de frais, ça nous est arrivé, et pas des moindres, allez plutôt lui offrir un tirage. Parce que vous entretenez, et puis le tirage, il va être là sur le mur, donc vous serez présent, et puis voilà, il se passe les choses, il y a des conversations en votre absence. C'est une relation qui s'établit. Oui. Et si on est futé, elle s'établit dans le long terme, et elle devient amicale, et du coup, on devient le photographe qui non seulement a du talent, qui non seulement a été aidé par ce mécène, mais qui en plus a installé quelque chose dans le temps. Je pense que c'est valable non seulement pour les photographes lauréats, mais également pour ceux qui ont juste concouru et cette fois-là n'ont peut-être pas eu le prix, puisqu'ils sont amenés à rencontrer les membres du jury, ça, on en a déjà parlé. Et pour ceux qui sont lauréats, il y a évidemment cette question de la longévité et dans la relation qui permet effectivement de peut-être d'approfondir, de donner lieu à de nouveaux travaux. Chantal, vous vouliez ajouter J'allais juste rajouter ça à ce que vient de dire François, c'est que dans l'expérience que j'ai vécue, je continue à vivre. Il marche mieux celui-là bon. Oui, celui-là est bien mieux, oui. Merci François. Merci. Bon, d'accord, je recommence. Non.
le temps est effectivement, enfin la durée, le temps, c'est très important. Les mécènes apprennent à connaître des photographes, donnent le prix, et effectivement, comme tu le dis très justement, le réseau s'entretient, et très souvent, au bout d'1 an, 2 ans, 3 ans, il y a une commande qui arrive, il y a une demande de carte de vœux, il y a un shooting, il y a un site internet à refaire, etc., etc. Et ne serait-ce que ça, on pense aux photographes qu'on connaît. Donc les mécènes, c'est pas leur métier d'aller chercher des photographes. Donc quand ils n'ont pas auprès d'eux quelqu'un pour les aider à chercher, il vient à l'esprit les noms des photographes qu'ils ont déjà rencontrés, avec lesquels ils ont déjà tissé une relation. C'est tellement plus facile. Dans votre ouvrage, ce que j'ai trouvé intéressant aussi, c'est que certains photographes disent que lorsqu'on a été lauréat, il peut y avoir 2 temps. Un premier temps qui est celui d'un frein temporaire, parce que d'autres commandes ne viendront pas parce qu'on pense qu'ils sont à l'abri, et que dans un second temps, justement, les commandes reviennent, se diversifient. Ça, c'est un des grands paradoxes, notamment Guillaume Herbeau qui disait ça, l'année où il a eu le prix Niepce, voilà, tout s'est arrêté pour lui pendant plusieurs mois, en fait. Et paradoxalement, parce qu'en effet, les gens pensent que voilà, qu'il n'y a pas besoin et qu'ils ne sont pas dans le besoin économique. Or, pour revenir sur l'aspect économique, les prix, c'est très aléatoire. Il y a une part de chance et on n'est pas sûr, on n'est jamais sûr de recevoir un prix en tant que photographe. Mais à l'inverse, ça vient combler un petit peu l'absence ou la disparition des commandes dans la presse ou dans d'autres domaines, d'autres débouchés qu'il y avait auparavant et qu'il n'y a plus. Donc c'est une vraie, économiquement, et je pense que c'est peut-être aussi pour ça qu'il y en a de plus en plus. Et pour les photographes que ça a pris une telle importance, c'est aussi parce que ça vient apporter un complément, certes aléatoire, mais un complément de revenus. Mais on ne peut pas s'arrêter à ça. Non, parce que effectivement, personne n'est sûr d'avoir jamais un prix. Bien sûr, mais si l'on gagne le prix, la dotation ne peut peut-être pas suffire. Lorsqu'il y a un accompagnement qui va plus loin par la publication d'un ouvrage, la préparation d'une exposition, ce qui fait aussi que les photographes ressentent cette pression, c'est que le résultat doit être à la hauteur de la visibilité qu'ils veulent donner à leur travail. J'imagine que vous pouvez confirmer ce point, que ça participe de la pression et de l'engagement dont vous parliez tous. Cela vous oblige, et ça oblige le mécène aussi, d'une certaine façon, à présenter le travail de la meilleure façon possible. Oui, par rapport à la responsabilité du photographe, déjà, c'est là où il faut bien souligner qu'il y a les prix résidence avec une restitution et ceux qui sont en fonction du dossier envoyé et, je dirais, rétroactif. Et à partir de là, la donne est complètement différente. Mais ça peut être contre-productif dans le sens où, réellement, on pourra avoir une période où on ne va rien recevoir parce qu'on a trop reçu. Et au niveau des commandes publiques, il y a même une clause, quand on reçoit certaines résidences, on ne peut pas postuler avant un certain temps, qui est de plusieurs années. Donc, une fois de plus, il y a le fait de ne pas recevoir le prix, la résidence, mais il faut faire attention aux lesquels on va recevoir. Qu'est-ce qu'on va gagner comme prix, qu'est-ce qu'on va obtenir comme résidence. Donc, je me répète, mais une fois de plus, être très, très, très conscient où on envoie son dossier. Parce que ça a un impact direct sur la carrière. C'est la façon dont on construit sa carrière. Oui. Et ça peut aussi ralentir. Je voudrais revenir sur le côté mécène. François soulignait le fait que la France était assez exceptionnelle en la matière. À quoi doit penser un mécène lorsqu'il souhaite s'engager et pourquoi d'ailleurs soutiendrait-il la photographie ? Quelles sont les questions lorsque vous accompagnez des mécènes que vous leur posez pour que ce prix perdure ? Avant de perdurer, il faut qu'il existe. Oui. Et pour exister, il faut qu'il soit pertinent. D'abord, il faut qu'il ait du sens par rapport à l'engagement de l'entreprise dans le reste de son activité. Il faut que ça corresponde à ce qu'il est. On parle d'ADN aujourd'hui, mais c'est vraiment ça. C'est quel sens ça a pour moi, entreprise, d'organiser un prix photographique.
Est-ce que ça a du sens d'être dans la culture? Est-ce que mes publics vont le ressentir? Est-ce que je vais pouvoir m'en servir? Mais surtout, qu'est-ce que je veux dire avec ça? Qu'est-ce que l'entreprise veut raconter? Sinon, ça n'a absolument aucun sens. Puis une fois qu'on a dit ça et il faut trouver un positionnement particulier. On l'a tous dit et entendu, les prix doivent être différents les uns des autres. On ne peut pas avoir deux prix qui priment la même chose exactement. Ça n'aurait aucun sens de faire la même chose que l'entreprise d'à côté. Il faut être différent, il faut être pertinent. Il faut aussi que l'entreprise soit exigeante sur le prix. Tu l'as dit dans l'interview, François, tu dis un prix doit être d'abord et avant tout être ambitieux. Il doit être ambitieux. Il faut beaucoup d'exigences pour cette ambition. Il ne faut pas donner un prix pour donner un prix. Il faut avoir les exigences, mais il faut aussi avoir les moyens de ces ambitions. Il faut avoir les moyens. Il faut avoir une équipe, il faut avoir un financement. Il faut avoir suffisamment un réseau. Tu as tout dit. Hein. Il faut effectivement les moyens financiers, parce qu'une dotation, même si elle n'est pas excessivement importante, elle pourrait être utilisée autrement dans l'entreprise. Ça n'est pas l'objet de l'entreprise. Donc, c'est un effort pour l'entreprise de le faire, parce que ça ne marche que si c'est dans la durée. Donc, ce n'est pas une fois. Il faut que ce soit pendant plusieurs années. Il faut s'engager sur la durée. Il faut une équipe pour monter le prix, l'accompagner, l'organiser, le communiquer. Il faut de la communication, parce que sinon, ça ne sert absolument à rien, si ce n'est pour le photographe tout seul, mais ça ne va pas lui servir très longtemps, parce que si on ne sait pas que ce prix existe, si on ne sait pas comment il est organisé, si on ne voit pas le résultat de ce prix, ça ne servira pas au photographe, parce que c'est dans la durée que le prix va s'installer, que la notoriété et la légitimité de ce prix va exister en fonction aussi des lauréats qui auront été choisis, qui eux-mêmes font la notoriété du prix. Donc tout ça, c'est beaucoup d'engagement et d'implication. Il faut que l'équipe soit engagée aussi. Si elle n'y croit pas, ça ne marche pas. Et tu vas sûrement rajouter là-dessus aussi, François. Il faut que ce soit pertinent et il faut rester impliqué dans la durée. Chantal m'avait beaucoup impressionné parce qu'elle avait eu tout de suite l'intuition que ça allait être incompris dans l'entreprise. Et pas simplement incompris comme une dépense d'argent, mais incompris parce que la poésie du photographe allait se trimballer dans des endroits et la poésie du jury et des nominateurs allait se trimballer dans des endroits parfois un peu opaques. Ou en tous les cas, pour quelqu'un qui n'est pas habitué à regarder la photographie, difficile. Bon, et puis des fois, c'est raté d'ailleurs aussi, et puis des fois réussi. Mais en tous les cas, parfois, ce n'était pas la photographie humaniste de Doisneau ou de Cartier-Bresson. Voilà, bon, c'était autre chose. Et donc, il fallait absolument expliquer. Or, je dois dire que c'est la seule entreprise où j'ai vu ça. Maintenant, je suis moins en prise avec ça, mais en tous les cas, à l'époque et pendant longtemps, c'est la seule. Chantal descendait dans les succursales, dans les agences du groupe CCF pour expliquer qui étaient les photographes qui avaient eu le prix, pourquoi ils faisaient ce travail de photographe. Il y avait un travail interne absolument colossal. Et ça a permis de faire que ce prix n'a pas capoté, comme la plupart des prix, au bout de 5 éditions. 25 ans après, il est encore là. Parce qu'il y a une appartenance. Après, il y a des choses difficiles. Lorsque HSBC a racheté CCF, Chantal n'a pas réussi à porter au niveau d'HSBC, ce qui aurait été formidable. C'est fait maintenant. Waouh le prix. Mais time is out. Mais c'était vachement important de descendre, expliquer à des gens qui triment dur dans les bureaux, qui veulent des augmentations de salaire, plus de machin, etc., de leur dire pourquoi ils craquaient du pognon sur des artistes qui, eux, image de l'artiste, font sur la côte douce, font ce qu'ils veulent dans la vie, et qu'en plus on leur fait des bouquins. Bon, donc c'était vachement important sur les sujets qu'on ne comprend pas toujours. Donc c'était vachement important ce travail de terrain interne qui a été fait et qui est que très rarement fait par les entreprises, parce que le prix est souvent le fait du prince. C'est souvent le fait du patron. D'ailleurs, si le patron change, souvent le prix s'arrête. Et ce qui n'a là encore pas été le cas CCF, HSBC. Mais c'est par cet ancrage que le prix peut perdurer, et ça, c'était vachement bien.
Justement, je voulais rebondir sur ce que Laura abordait, c'est-à-dire l'indépendance du jury et l'indépendance du prix par rapport à la mission de l'entreprise dans son ensemble. Est-ce que ça vous semble vital ? Par exemple, dans le cas d'une carte blanche, est-ce qu'une marque, une institution peut avoir envie d'influencer, de donner une direction au travail du photographe lauréat ou à l'orientation générale du prix pour servir des intérêts masqués, c'est-à-dire une campagne publicitaire, par exemple, moins onéreuse, ou des choses comme ça. Est-ce que vous avez été confronté à des cas comme ça ? Parce qu'il faut en parler aussi. Et est-ce que le jury, dans ces cas-là, a vraiment un rôle à tenir en défendant un travail, une signature, un règlement, comme le disait Sophie ? Je pense qu'évidemment, dans toute politique de mécénat culturel, on peut partir. J'ai une longue expérience à la FNAC, François plus courte que la mienne finalement, mais enfin, on savait très bien, on a fait beaucoup. On a eu un rôle très important à la FNAC pour la photographie, mais à l'origine, il y avait quand même c'était un acte de communication. Et l'intelligence, après, des gens qui dirigent l'entreprise, des gens qui font l'intermédiaire, par exemple comme moi, qui pendant 20 ans j'ai dirigé ça, c'est d'arriver à aider la photographie sans pour autant faire de façon directe ou caricaturale un outil publicitaire. Il faut faire une différence nette dans l'entreprise entre la publicité, qui n'a rien de négatif, essentielle à la vie de l'entreprise, et l'action culturelle qui fait un écho à l'image de l'entreprise sans avoir le même langage que le langage publicitaire. Mais c'est évident que derrière toute action de la part des entreprises dans le domaine du mécénat, il y a quand même un discours sur l'image. Donc ce n'est pas un discours publicitaire, mais c'est un discours de communication et d'image, de véhiculer l'image. Après, parfois, on peut le diriger d'une façon directe, cette politique-là, on peut le diriger à travers les biais d'un jury, d'un comité scientifique, une banque, probablement, a plus besoin que d'autres structures d'avoir cet organisme intermédiaire pour donner aussi une crédibilité à travers le fait de s'appuyer au BMW, s'appuyant sur des professionnels, évidemment, il renforce l'autonomie et l'indépendance et la crédibilité de sa propre action. J'ai attiré tout à l'heure, je pensais d'un seul coup, on ne parle jamais des nominataires. Les nominataires sont très importants dans le fonctionnement. Si on parle des prix, surtout, des prix, attribution de bourses, etc. Les prix NIEPS fonctionnent comme ça, avec un comité depuis l'origine, avec des nominataires. Je n'oublie sans doute beaucoup, mais par exemple, Pictet s'appuie sur un comité de nominataires dont je fais partie, mais je crois qu'on est 300 dans le monde. Enfin, c'est un truc... Et là, j'étais sollicitée cette année pour l'Hasselblad, qui a lieu en 2020, pour l'Oscar Barnack, qui change de formule et s'appuie aussi sur les nominataires. Et c'est un boulot de dingue de nominer les photographes, surtout quand on veut essayer de nominer des photographes. Souvent, on m'interpelle pour les photographes africains, par exemple, pour l'Afrique. C'est beaucoup de travail parce qu'il faut d'abord faire des candidatures pertinentes qui aient du sens et qui aient une chance quand même d'aboutir. D'autre part, aider les photographes à constituer le dossier. Dans certains cas, ce n'est pas nécessaire, mais dans certains cas, ça demande beaucoup quand même d'investissement. Et c'est une figure qui apparaît très rarement finalement, mais qui est clé dans le dispositif parce qu'elle fait les liens entre les jurys et les photographes. Une chose de prestige et les photographes. Et puis je veux dire un autre petit mot, et puis je crois que je suis obligée de vous quitter. Les prix de l'édition. Dans l'édition, ils deviennent de plus en plus importants parce que souvent on aboutit à un travail, mais on n'arrive pas à le publier. Et l'aide, à niveau de l'édition, je pense, parce que je vois 2 éditeurs dans la salle, et c'est très important, l'aide à l'édition, je pense, que ce soit directement porté par une maison d'édition, par un cartel d'éditeurs ou par une autre forme de projet, à tous les niveaux, que ce soit au niveau du prix de l'European Award Publishers, que ce soit au niveau du prix de l'Artière qui vient d'être lancé, du prix des fanzines avec Photogang, enfin à tous les niveaux de la carrière d'un photographe, je pense que l'aide à l'édition, c'est ce qui permet finalement de produire un projet. Et aujourd'hui, c'est une de
de choses les clés, disons, de la communication. Sous ça, moi, je vous remercie. Oui, on vous laisse filer et du coup, je rebondis là-dessus aussi. Je voulais juste vous remercier, quand même, 2 secondes. Vous remercier les filles de la photo d'avoir pris en main toute l'organisation de ces tables rondes, les publics d'être là aujourd'hui pour cette première coup d'envoi de notre festival, qui continue avec une deuxième table ronde et puis avec une fête ce soir, donc on vous attend à 8h30. Sous les yeux, vous avez une exposition qui est faite les 30 ans des Filigranes, qui est un ami éditeur et qui est aussi l'éditeur du catalogue des planches contacts. Et puis merci à vous toutes, merci à ces livres d'exister et aux photographes d'être là avec nous et de se partager entre les visites des expositions, les tables rondes et tout le reste. Merci beaucoup. À tout à l'heure. Il nous reste 5 minutes. Et justement, je poursuis sur ce que vient de dire Laura. Est-ce que vous avez l'impression que dans ce grand panorama que vous avez dressé, qu'il y ait des prix qui manquent? Lesquels? Tu as parlé, François, tout à l'heure du prix de la Fondation Henri Cartier-Bresson, qui est un prix de milieu de carrière. Oui. Je pense qu'il n'y a pas assez de prix de milieu de carrière. Les prix pour des jeunes émergents sont pléthores. Il y a maintenant un prix de fin de carrière. Je ne parle pas du prix Niepce qui est sur nomination, mais il y en a un nouveau maintenant qui est le prix de l'Académie des Beaux-Arts, William Klein, qui vient d'être donné à cet Indien, je ne sais pas le dire. Je ne sais pas le dire, c'est un Raghuraï, oui, c'est pas si difficile en fait. Raghuraï, qui est un prix magnifique, parce que 120 000 €, c'est quand même bien, mais c'est un prix de fin de carrière. Les 40, 50, 50 ans, milieu de carrière, il n'y a absolument rien d'autre que le prix de la Fondation Henri Cartier-Bresson. Et il doit y avoir bien d'autres façons d'approcher cette tranche d'âge. Je pense qu'on n'en a pas assez. L'artiste fait peur. Je crois que c'est un truc vachement important. Ah ben là, ça a l'air baissé. Hein. Je crois que c'est vachement important, c'est de se dire que souvent l'artiste fait peur et que si l'artiste est jeune, on pense qu'on va être moins... Et je vais vous dire ce terme qui peut vous choquer, mais qui est un terme qu'utilisent même certains de mes confrères et consoeurs, c'est que l'artiste peut être un emmerdeur. Moi, j'ai passé ma vie à travailler avec des artistes vivants. J'ai des confrères et des consoeurs qui préfèrent travailler avec des artistes morts. Parce qu'ils pensent que travailler avec l'œuvre est déjà bien suffisant et bien compliqué. Travailler avec des vivants et faire le tri dans leurs angoisses et dans leur travail est quelque chose d'insurmontable. Moi, je trouve que c'est ce qu'il y a de plus passionnant. Et j'ai passé ma vie à faire ça et je trouve que c'est ce qu'il y a de franchement de plus intéressant. Mais c'est vrai que quand je parlais de condescendance au début, c'est ça le problème. C'est que souvent on se dit, un jeune, il ne va pas nous emmerder. Parce que ça va l'aider à mettre le pied à l'étrier, il sort de l'école, il est encore à l'école, etc. Alors que quelqu'un qui est déjà assez avancé va avoir des idées beaucoup plus arrêtées, va être beaucoup plus défensif, et heureusement, des limites qu'il veut donner à son travail. Et donc, c'est pour ça aussi qu'il y a un peu une crainte. Mais c'est parce qu'on ne connaît pas assez ce qu'est cette bestiole. Je parlais de la bestiole mécène tout à l'heure, mais la bestiole artiste. S'il y avait un peu plus de rencontres entre les deux, on sait très bien que le monde serait meilleur. Vous confirmez cette crainte? C'est le fameux fou du roi. Il faut qu'il y ait le fou du roi auprès du patron d'entreprise. Et ça, c'est vachement important. Et il faut une certaine maturité de l'artiste aussi pour pouvoir apporter un dialogue facile. Parce qu'évidemment, il y a une question de génération, une question d'âge, etc. Mais quand ça se passe, c'est tellement intéressant parce qu'à chaque fois, on voit que « Ah, mais je n'avais pas compris ». Et ça va dans les deux sens. « Ah, je n'avais pas compris ». Et ça, c'est vachement important. Et c'est pour ça, je suis entièrement d'accord avec toi, il faut défendre ce moment de la maturité qui, chez un artiste, peut être le moment d'arrêt aussi. Parce que parfois, c'est celui où on se met à se répéter, à devenir rasoir. Et tout d'un coup, donner un stimuli qui permet d'aller, hop, à un étage suivant,
c'est vachement important. C'est très généreux de faire ça. Et en général, comme l'artiste, photographe en l'occurrence, a déjà une certaine notoriété, il ne veut pas se rater. Non, donc il va être dans la course. Servir les ambitions aussi du mécène, d'une certaine façon. Les ambitions du mécène, peut-être pas, mais en tous les cas, l'ambition du prix. Tout à fait. Mais, et c'est pour ça qu'il faut penser à ça. Et alors que nombre de prix donnés à des jeunes photographes, et les jeunes photographes, après, se sont rendus compte que la photographie n'était pas nécessairement leur truc, ils ne sont pas continués. Donc, c'est un peu un coup d'épée dans l'eau. Donc, il faut faire les deux. C'est très, très important. Et ça permet de resituer l'artiste au milieu de la société. L'entreprise, c'est la société. Si c'est un ministère, un organisme public, c'est la société. Et justement, que l'artiste qui a du tempérament et qui n'est pas timide vienne apporter son tempérament, c'est vachement bien. Et au-delà du photographe, juste une question. Oui. Je voulais juste rajouter une chose sur le fait que les entreprises ne vont pas vers les photographes plus matures. Il y a une autre raison, souvent, c'est que c'est pour l'image de l'entreprise. Beaucoup d'entreprises cherchent à montrer qu'elles s'intéressent à la jeunesse. On est dans le jeunisme total. Donc, ça fait partie aussi de... C'est pas négatif ce que je dis, c'est que les entreprises ont besoin de montrer qu'elles comprennent leur époque, qu'elles sont dans leur temps, qu'elles s'intéressent aux générations futures, qu'elles sont dans l'innovation, etc. Tout ça est très, très juste. Et donc, elles disent, bien sûr, mais l'idée est souvent qu'on va le montrer par le fait d'aider des jeunes, parce que c'est assez évident, quoi. Ça explique beaucoup de choses. Voilà. Mais justement, c'est ça que je voulais rajouter. Un prix, quand on est dans cet échange, potentiellement dans cet échange, et qu'on est dans le « Ah, j'avais pas compris », est-ce qu'un prix intelligent qui peut perdurer est un prix qui va aussi s'adapter, enfin évoluer, s'adapter, plutôt que de peut-être parfois trop camper sur ses positions, soit dans son contenu parce qu'il y a eu une meilleure connaissance du monde de la photographie et des besoins des photographes au fur et à mesure, ou s'adapter à des questions sociétales, tant dans son contenu que dans son organisation. Par exemple, faut-il autant de dossiers de photographes femmes que d'hommes? Là, je parle de la partie organisation, ou sur le côté sociétal, d'identifier des problématiques qui ne pouvaient pas être traitées par l'image auparavant et qui, du coup, peuvent faire l'objet d'un prix. Est-ce que c'est aussi la vocation d'un prix de se remettre en question au fil de ces éditions pour être légitime? C'est évidemment une question. Certains prix disparaissent. Ça, on va pas en rajouter là-dessus. Il y a des prix qui évoluent. Je voyais récemment que le prix Euraseo, qui existe depuis une dizaine d'années, se repositionne, rajoute un prix pour des jeunes, change un peu la manière de se présenter. C'était un prix destiné à publier des images récompensées dans le rapport annuel, à être achetées dans les collections. Ça devient aujourd'hui, pour la 10e édition, Prix Euraseo demande aux photographes de raconter une histoire de leur vie, une histoire de vie. Et puis ils rajoutent une collaboration avec l'école d'Arles pour que des jeunes photographes fassent la même chose. Après, bon, je ne sais pas ce que ça va donner, si c'est intéressant, pas intéressant, mais en tout cas, ils évoluent sur leur manière de communiquer et de raconter leur prix. Il y a, sur les hommes et les femmes, on voit bien, c'est une préoccupation assez forte. Florence aura l'occasion, pour les filles de la photo, de présenter les résultats de l'Observatoire de la mixité là, au mois de février, le 3 février. J'arrive pas à me souvenir de la date. Le 5 février, à l'École des Beaux-Arts. C'est un des points sur lesquels les questions ont posé. Il y a des travaux là-dessus. Il y a des vraies réflexions sur le nombre de dossiers qui arrivent, pourquoi ils arrivent, qui les nomme, comment les photographes se présentent, etc. Oui, les questions de société influent sur les choix de prix. Oui. François, tu voulais rajouter quelque chose? Parfois, ça m'énerve un peu. C'est-à-dire que l'histoire de la discrimination positive, c'est un vieux débat. C'est un exemple. Hein. C'est un vieux débat. Non, mais ça peut être les femmes, ça peut être les noirs, ça peut être... ça mène parfois à des trucs contre nature. Pas parler du monde des prix, mais du monde des festivals, ce que je connais bien.
le festival de la photo du monde arabe, pour moi, est contre nature. D'une part, au mieux, ça crée un ghetto, parce que là, on a rempli la case, on est débarrassé, c'est fait. Mais au pire, ça crée un festival pas intéressant, parce que malheureusement, dans le monde arabe, comme ça a été le cas dans le monde européen, qui était en retard sur l'Amérique à une certaine époque, etc., il n'y a pas aujourd'hui une production intéressante de tel niveau qu'on puisse faire chaque année, à Paris, dans plusieurs lieux, un festival. Donc, c'est le festival n'est pas forcément un prix. Donc là, on élargit le. Non, mais c'est la même démarche. Oui. Donc, il y a une sorte d'opportunisme de dire on remplit une case que les autres n'ont pas remplie. Moi, ça m'exaspère. Je peux vous citer le cas. On a un débat en ce moment au sein de la Fondation par rapport à un prix que je nommerai pas, qui est très bienveillant, bien doté, machin, etc., mais qui est remis aux États-Unis. Et on nous dit, en tous les cas, il faudra que ce soit une femme ou un Afro-Américain. Et c'est ça. Donc c'est évidemment pas écrit dans le règlement. L'indépendance. Non, mais c'est même pas écrit dans le règlement. On donne pour consigne que. Il y a un moment, ça devient dingue parce que ça diminue la valeur du prix et la valeur de l'artiste qui va le recevoir. C'est pas bien. C'est pas bien. Alors, heureusement, parce qu'il faut dire que la photographie a beaucoup pêché de ce côté-là. À une époque, les filles de la photo, c'était les secrétaires qui attendaient que le photographe mâle fasse le tour du monde ou fasse son trajet, et les filles se tapaient tout le back-office chiant. Bon. Heureusement, maintenant, il y a beaucoup de photographes femmes. Il y en a eu dans l'histoire, il y en a beaucoup plus aujourd'hui, heureusement. Pas sur tous les continents, malheureusement. Mais ça progresse. Il y a des photographes qui viennent d'ailleurs. La photographie n'est plus qu'un... Il fut un temps, c'était américano-européen. Heureusement, on a vu avec le festival de Bamako, il y a émergé des gens sur le continent africain. On l'a vu en Chine, on l'a vu en Inde, il émerge des gens maintenant ailleurs. Mais cette histoire de la discrimination positive est toujours à manier avec c'est de la dynamite. Parce que franchement, entre ghettoisation de l'artiste qui est mis dans cette case et diminution de la valeur de son travail parce qu'il est simplement toponné, c'est presque insultant, quoi. Et c'est à nous, directeur artistique, commissaire d'expo, de faire notre boulot, d'aller chercher ces artistes-là, là où ils se trouvent, et s'ils sont intéressants, de les monter en épingle, mais pas de créer nécessairement des prix qui les stigmatisent. Alors, comme tu disais tout à l'heure, en plus, c'est un phénomène de société, donc c'est sinusoïdal. C'est-à-dire qu'on va créer un prix pendant 5 ans après, il est désuet, on va en créer un autre, donc ça n'a pas de longévité dans le temps. Et ça, c'est pas bien. C'est pas bien. Il y a des voies royales, des gens de qualité, des artistes de qualité doivent être mis dans les voies royales, d'où qu'ils viennent, quelle que soit la couleur de leur peau, quel que soit leur sexe, leur genre, leur machin, on s'en fout. On ne doit pas tenir compte de ça. On doit regarder les photos. Et je dirais même, tout à l'heure, on a parlé du CV. Moi, je ne regarde jamais un CV. Je sais que quelquefois, il y a des prix qui demandent des sandwichs impressionnants. Moi, je ne les ouvre jamais. J'ouvre les photos. Je regarde le dossier photo. Après, je regarde le projet, si c'est lié à un projet. Et il est très, très rare que je regarde le CV, les lettres d'accompagnement, les machins, je me contrefous, c'est de la compétence. Donc, ce qui est important, c'est le travail. C'est une transition parfaite, parce qu'on peut déjà dire qu'effectivement, comme c'était évoqué tout à l'heure, que les dossiers qui sont présentés sont en quelque sorte le reflet de ce qui se fait à un moment donné en photographie, et on espère que c'est la voie royale qui leur sera proposée et offerte dans un second temps. François, le conseil visiblement que vous donnez, c'est de travailler la partie sélection des images qui sont mises au dossier. Si vous aviez chacun, pour clore cette table ronde, un conseil à donner à un photographe qui souhaite candidater, sachant que tout est répertorié dans ce livre et que vous avez, pour revenir sur cette notion de temps, fait quelque chose d'assez malin, c'est que les prix sont répertoriés par saison. Donc on ne s'y perd pas.
quels seraient vos conseils de photographe expérimenté? What would be your advice? Pas de conseils. Claudie, oui, il adorerait savoir, oui. Oui. Mystère. Ce n'est pas parce que j'ai le micro que je sais. Mais je dirais, François le dit très bien, mais faut-il le rappeler, oui, on est photographe parce qu'on a des photos à montrer, mais peut-être l'expérience de photographe qui joue, rares sont les gens qui sont capables de voir les photos, très rares, qui ont cette capacité à, non pas juger justement, mais à pressentir, ressentir. Et tout simplement à voir. Et peut-être juste une chose, c'est que si j'avais un conseil à donner, je ne suis pas plus jeune, mais à d'autres photographes, c'est de le prix, l'argent du prix qu'ils ont obtenu, qu'ils en mettent un peu de côté pour pouvoir postuler à d'autres prix, parce qu'aujourd'hui, presque la majorité des prix sont payants. Quelque chose qu'on n'a pas, en tout cas une grande partie des prix. Il y a beaucoup de prix qui sont payants. Non, mais enfin, justement, aux États-Unis, le prix qui est le plus grand, il est payant, le Eugene Smith. Et donc, c'est quand même une réalité. Justement, les très grands prix ne sont pas payants, mais tous ces prix qui sont nés comme ça, qui ont quelques années, ils sont payants. Lorenzo, donc, mettez de l'argent de côté. would you like to add something to your question? Not really. I think that I agree with Francois about the best advice is to do the best you can with your pictures. That's the only thing that we have to. En faire le mieux possible avec ces images. It's the only thing that we really can control, or at least try to do our best, and that's our side. No, then as I said before, there are a lot of issues, and so the most important thing that is the work. So about the selection, about the sequence, it's it depends on each La work. sélection, l'editing, les séquences, le It can be a suivi. series, it can be more narrative. It depends on the project, so it's difficult to say. Yes, and a real advice. The only advice is to work hard and try to do the best. Donc le seul conseil est de travailler dur et d'effectivement travailler aussi selon le prix, j'imagine, à la sélection des images, s'il s'agit d'une série ou... And then I'd like to add something that maybe is not pertinent now, but I think it's important for me to make a difference between a prix and the residence. It's very... Lorenzo fait une grande différence entre les prix et les résidences. Because we put this all together, and I think it's important to make a difference, because a residence is a challenge for a photographer. It's a way to learn. It's a way to present the work, yes. But an award is something else, because this gives you the possibility to work on something that you already start. So it's true that there is a sharing relation between who is giving the money and who's asking for the work. But I think that for a photographer, it's very different, the approach, the attitude. If you have to be somewhere for some time to make it's a command. It's the words say that, it's something that comes from a necessity of somebody else that it become a challenge for you. Lorenzo fait donc, Lorenzo fait la distinction entre la résidence et le prix. La résidence offrant un vrai temps de défi pour accomplir un travail de commande et de répondre à une demande précise, alors que le prix est plutôt là pour permettre au photographe de faire un point sur sa carrière ou sur un travail en cours et de faire un choix de ce qu'il présentera pour espérer remporter le prix. Sophie, dernier conseil, parce qu'il faut qu'on passe la main. Je trouve que c'est difficile de donner un conseil, et je trouve que c'est bien que les photographes, par leur expérience, se soient exprimés dessus. Moi, je voudrais rappeler un petit peu ce qu'a présidé, ce qu'on a voulu faire avec le livre, c'est justement de ne pas donner un conseil, mais de montrer qu'il y a moult critères à examiner quand on postule à un prix, enfin, en tout cas pour la partie qui concerne les photographes, qu'il n'y en a pas un qui prime sur les autres, mais que c'est un ensemble, un faisceau en fait
voilà, d'enjeux en fait qu'il faut mesurer, on va dire, et que du coup, que on n'a pas voulu non plus classer les prix. Je suis incapable de dire à quel prix il faut que tel photographe postule, ou quel est le meilleur prix. Y a-t-il un meilleur prix, un qui est mieux que les autres? Mais donc, du coup, s'intéresser plutôt aux critères et tous les enjeux qu'il y a derrière, en fait. Voilà. Donc, du coup, de parcourir le livre. Ce n'est pas un livre qui se lit, ce n'est pas de la littérature. Ça peut même paraître peut-être dépensif. L'intérêt du livre, c'est qu'on réunit tout. En fait, je pense que c'est synthétique. C'est pour ça que c'est un outil pratique, en fait. Voilà. Chantal, bon, je sais ce que difficile tu vas de dire autre chose que ce que vient de dire Sophie. Mais disons, moi, j'assisterai tout de même sur un point, qui est que les photographes doivent postuler à un prix qui a du sens pour eux, comme il a du sens pour le mécène qui l'a fabriqué. Parce que ça doit avoir du sens au moment de la candidature, ça doit correspondre au moment de la carrière, au travail qui est fait. Donc bien lire le règlement, bien le comprendre et ne pas postuler à tous les prix. Évidemment, ça vous l'avez dit plusieurs fois, mais il faut vraiment que ça ait du sens, que ce soit pertinent par rapport au moment de la carrière et au travail. Ça me semble essentiel parmi tous les critères. S'il fallait, sous contrôle de Sophie, en choisir un seul, pour moi, ce serait celui-là. François, je vous laisse conclure. Deux choses très brèves. La première, Clave l'a très bien dit tout à l'heure, c'est de regarder la qualité du jury. Parce que c'est ça qui, comme on l'a dit tout à l'heure, va vous amener, au-delà d'avoir ou pas avoir le prix, va vous amener une visibilité. Donc il y a des jurys qui peuvent permettre une circulation du travail, qu'on ait ou qu'on n'ait pas le prix. Donc regardez la qualité du jury. Et de ne pas trop en mettre. Parce que si le jury est de qualité, ça peut être choquant, mais au bout de 10 photos, on a compris si le photographe tient la route ou pas. Et après, on peut demander à en voir plus. Ça nous arrive souvent dans les jurys d'aller sur Internet, de regarder le site de l'artiste et de se dire, tiens, qu'est-ce qu'il a fait d'autre, parce qu'il y a une piste là. Et souvent, les artistes pensent qu'en noyant le jury sous une quantité de photos astronomiques, c'est plutôt créer le désir. Il faut se dire, voilà, qu'est-ce qui va me survivre? Et si vous prenez beaucoup de photographes, il n'y a pas tant de photos que ça qui leur survivent. Donc, c'est d'en mettre peu, incroyablement bien choisi par rapport aux propos qu'on veut tenir. Et ça, je peux vous citer plusieurs cas que je ne vais pas vous citer parce qu'on n'a pas le temps, mais ça peut emporter le morceau. Je vais vous en citer qu'un parce qu'il est rigolo. C'est une forme de jury. C'est un photographe russe qui s'appelle Garrik Pinkassov, qui un jour a voulu rentrer à Magnum. Et à Magnum, je ne raconte pas par quoi passent les photographes pour rentrer à Magnum. C'est un truc qui les met dans des états pas possibles, et qui les ruine s'ils ne rentrent pas. Quelquefois, ils sont très, très malheureux. Et s'ils rentrent, ils sont très malheureux aussi, d'ailleurs. Mais Pinkassov, qui est un costard, brillant costard incroyable, il avait foutu 10 photos tirage plastique, la honte, dans les années 80, même pas les tirages sur format papier, enfin de qualité. Il a foutu 10 tirages, mais c'est tellement brillant qu'il a été invité à rejoindre le groupe. Voilà, donc il y a des fois, il faut juste mettre ce qu'il faut. Voilà. Eh bien, merci beaucoup. Je pense qu'on a vraiment dressé un panorama assez complet du monde du prix et de la commande et de la résidence qui est différente du prix. Je vous remercie tous d'y avoir participé. Je vous remercie tous d'avoir assisté à cette première table ronde. Oui. Est-ce que ce serait pertinent, selon vous, que les prix de résidence, souvent il y a des finalistes et des lauréats, est-ce que ce serait pertinent de donner au moins aux finalistes un retour sur leur travail? C'est pour les aider, d'ailleurs, à progresser aussi bien quand ils postulent que dans leur propre travail personnel, parce que vous aidez effectivement les lauréats en les accompagnant différemment sur les prix et autres. Mais je trouve qu'il y a une frustration parfois, et je l'entends, etc., parmi les finalistes, on va dire parce que vous ne pouvez pas donner des feedbacks, des retours à tous. Est-ce que ce serait pertinent, et après comment? Au sens de la critique. Peut-être des membres de jury aussi. Parfois, c'est gratifiant d'être membre de jury, etc., mais est-ce qu'ils font
toujours bien leur boulot, conscienciation, etc. Je pense que suivant les prix, ça varie aussi. Et je pense que ça les engagerait aussi, ça ajouterait de la transparence. Et je pense qu'un photographe qui. Ça aiderait à mieux faire passer la pique et à les faire avancer surtout. Voilà, je voudrais tout simplement. Qui souhaite répondre, Chantal? Qui donne comme ça de retour. Alors peut-être ça existe, je ne sais pas, vous allez en parler, mais c'est à double tranchant. Il y a peut-être des jurys négligents. Je peux vous dire que moi, j'ai souvent participé à des jurys où c'est la bagarre. Et où c'est pas négligent du tout, parce que comme il n'y en a qu'un qui décroche le cocotier, on n'est pas toujours du même avis. Et qu'on se bagarre. Alors, sortir de là en disant les autres m'ont exaspéré parce que c'est le mien qui aurait dû gagner, etc. Et, je ne suis pas sûr. En général, on sort de la pièce en disant unanimité du jury, ce qui est un mensonge absolu. Celui-ci a le prix parce que ça renforce celui qui a le prix, bien évidemment. Si on disait, il y en a un qui a manipulé tout le monde, finalement, il y avait 9 avis dans la salle différents, c'est pas très fort pour celui qui remporte le prix. Donc, la fermer après un jury, c'est pas mal. Maintenant, qu'il soit prévu avant ou après un accompagnement, mais c'est du boulot, hein, c'est du boulot pour les membres du jury. C'est délicat, ça doit être bien organisé. C'est une très bonne idée, mais elle est à double tranchant, pour la raison que je disais tout à l'heure. Il faut faire attention à ça. Mais c'est vrai que quand c'est des finalistes, en général, c'est quand même un panier intéressant. Donc, les aider. Après, vous avez tous les trucs qui maintenant a pris ce nom anglais, alors ça a commencé à Arles au bistrot, mais de portfolio review, qui servent à ça. C'est le lieu pour ça. C'est le lieu pour s'entendre dire ces cas de vérité. Quand on fait un dossier pour présidence, on cible quelque chose, on rédige un dossier avec un point de vue. Une revue de portfolio, voilà, le retour, c'est pas le même. Ouais, enfin, un artiste, il n'est pas multiple. Hein. Il a quand même un style, une poésie, une matière, et c'est ça qu'il montre pour être au mieux de lui-même, comme je disais tout à l'heure, quand il vaut mieux montrer 10 photos que 200. Quoi. Donc c'est toujours un peu le même panier s'il veut y arriver. Donc que ce soit au portfolio review ou dans un prix, il va montrer le meilleur de lui-même. Sinon, il se trompe. Merci. Merci beaucoup pour votre question. Merci à tous. On va céder la place à la deuxième table ronde de l'après-midi qui porte, elle, sur les réseaux sociaux. Donc, restez avec nous, ça va être passionnant. Merci.